Un policier blanc menotte un garçon noir au tribunal, puis son père, général de l'armée, entre. La foule se tut dès que Zion Merrick, 17 ans, entra dans la salle d'audience. Ce n'était pas seulement à sa vue, mince, enchaîné, la tête haute, mais à la façon dont sa présence transperçait l'atmosphère tel un scalpel. Même le froissement du papier et le cliquetis des stylos cessèrent, tous les regards se fixant sur le garçon qui avançait d'un pas assuré vers l'autel. Le léger cliquetis des menottes à ses poignets résonna plus fort que n'importe quel marteau. Le garçon enchaîné n'était pas un criminel endurci, c'était un étudiant, un frère cadet, une présence discrète dans sa communauté. Mais dans cette salle d'audience, avec ses bancs en chêne poli et le sceau de la justice qui planait au-dessus de sa tête, il n'était qu'un nom parmi d'autres sur le rôle, inculpé, acculé et présumé coupable avant même d'avoir pu s'asseoir. Ses yeux marrons profonds parcoururent la pièce, non pas par panique ni par désespoir, mais comme quelqu'un qui prenait des instantanés mentaux pour plus tard, chaque détail étant archivé. Il n'y avait aucun membre de sa famille dans la galerie, aucun camarade de classe, aucun visage familier, juste 2 avocats commis d'office, l'air fatigué, assis avec raideur à l'arrière, et 3 journalistes griffonnant sur des bloc-notes, leurs yeux oscillant entre Zion et leur téléphone. L'absence de son père le frappait plus durement que les menottes. Non pas parce qu'il s'attendait à être secouru, mais parce qu'une petite part de lui, idiote, espérait que quelqu'un franchirait encore cette porte, avant que tout ne dégénère sans retour. Le juge Raymond Kessler surgit du banc, drapé dans une robe noire qui ressemblait plus à une armure qu'à une autorité. Sa réputation le précédait bien avant cette affaire. Des murmures circulaient au palais de justice, disant qu'il jouait au poker chaque semaine avec des officiers de police, fumait le cigare avec le procureur et qu'on le voyait sourire sur des photos de collecte de fonds aux côtés du gouverneur en personne. Son regard glissa vers le dossier devant lui avec un ennui répété, comme s'il ne s'agissait pas d'un procès, mais d'une représentation qu'il avait déjà mémorisée. La voix du juge résonna dans la salle comme du bois sec. L'État contre Zion Merrick, accusé de voies de faits graves sur un agent de la paix et de possession illégale d'armes à feu. Les mots résonnèrent comme des briques. Quelque part au fond, quelqu'un murmura. Une inspiration brusque s'ensuivit. Puis le silence retomba. Zion ne broncha pas. Il ne tressaillit pas. Ses lèvres se pincèrent en une ligne neutre, mais sa mâchoire le trahit. Elle se serra, crispée par la fureur sourde de quelqu'un déjà enterré vivant. Il savait que ce qui s'était passé à ce coin de rue 3 semaines plus tôt n'était pas en cause. Il s'agissait de qui il était et de qui il n'était pas, de l'uniforme qu'il ne portait pas et de la peau dans laquelle il était né. Ellie Monroe se leva de la table de la défense, ajustant sa manchette avec un calme qui confinait à la défiance. Contrairement aux défenseurs commis d'office qui avaient presque tous posté leur dossier, Ellie était intervenue au dernier moment, appelée par un ami du frère aîné de Zion, un avocat qu'il avait croisé un jour dans une affaire de droit civique. Ellie avait la quarantaine, le regard perçant et un costume gris uni qui lui donnait davantage l'air d'un professeur que d'un homme de cour. Mais sa posture, posée et mesurée, annonçait tout autre chose. C'était le genre d'homme lassé de voir des systèmes dévorer des garçons comme Zion. Il demanda au tribunal d'examiner les requêtes en instance concernant les images de surveillance supprimées et les déclarations contradictoires des policiers. Son ton était ferme mais respectueux. Kessler ne prit pas la peine de lever les yeux de ses papiers. Rejeté. Pas de pause, pas de délibération. Juste un congé froid et civilisé. La procédure qui suivit se déroula comme un sacrifice rituel. Ce n'était pas un procès, pas à proprement parler. Il n'y eut ni délibération, ni incertitude. L'accusation présenta une version des faits aussi lisse que du marbre, sans le moindre doute. L'inspecteur Troy Harlan prit la parole. Son uniforme impeccable, le ton solennel. Il décrivit la rencontre en détail. Comment Zion avait refusé d'obéir aux ordres verbaux, comment il avait mis la main à sa ceinture, comment une arme avait été dégainée.
Le tribunal l'avala sans ménagement. Pas une seule question sur ces plaintes pour brutalité passée. Pas une seule mention des autres jeunes dont les accusations avaient discrètement disparu après des arrestations douteuses. Le sténographe du tribunal tapa avec diligence. Les jurés, triés sur le volet selon un processus qui avait miraculeusement exclu tous les candidats noirs, acquiescèrent discrètement. Un général 4 étoiles, décoré, respecté, craint dans certains cercles parce qu'il ne faisait pas de politique quand il s'agissait de ses hommes ou de sa morale. Pire encore, il avait récemment commencé à collecter des données, des documents, des témoignages sous serment, des preuves qui suggéraient une corruption systémique au sein du système judiciaire de l'État. Il avait dénoncé des anomalies dans les taux de condamnation, signalé des transcriptions d'audience manquantes et même adressé des requêtes discrètes au département de l'intégrité publique concernant des préjugés systématiques à caractère racial. Son enquête avait été lente et méthodique, mais son dernier rapport crypté l'avait clairement indiqué. Il ne ciblait qu'un seul nom, Zion Merrick, son propre fils. C'est le colonel Colburn qui a proposé la solution. Le général, expliqua-t-il calmement, pouvait être réaffecté temporairement, sous commandement outre-mer, en Allemagne, dans le cadre d'une opération sécurisée de l'OTAN qui exigerait un engagement total. Sa mutation nécessiterait une signature politique. Le sénateur Voss s'est porté volontaire. En quelques jours, les documents de réaffectation étaient déposés, signés et approuvés. Le général était parti. Le père étant écarté, l'affaire pouvait se dérouler comme prévu. Le juge Kessler accélérerait le procès. Harlan fixerait le récit. Aucun jury ne mettrait en doute la parole d'un officier décoré au sujet d'un jeune noir de 17 ans, bénéficiant d'un avocat commis d'office et d'un historique d'associé, également visé par des opérations de ratissage de faible envergure. Les médias en parleraient clairement et rapidement. Une autre tragédie sans visage. Et d'un seul coup, le bruit s'estomperait. Mais c'était sans compter sur Ellie Monroe. Aujourd'hui, la salle d'audience avait la même apparence, mais de subtils changements avaient commencé à se produire. Ellie était devenu plus vif, plus calme. Il ne perdait plus de temps à plaider des requêtes qu'il savait rejeter. Il travaillait en silence, compilant des dossiers et réorientant son approche. La clé USB corrompue avait été un coup dur, mais pas fatal. L'équipe de Zion disposait d'une sauvegarde, stockée sur un ordinateur portable hors réseau, crypté et dont la chaîne de traçabilité était indétectable. Et Ellie avait un nouveau contact. Marvin Ellis avait travaillé comme technicien judiciaire pour le département de l'intégrité publique, casier judiciaire vierge, très respecté, jusqu'à ce qu'il signale 2 affaires distinctes de falsification de preuves liées aux chambres judiciaires. Son contrat avait été discrètement résilié. Pas de motif public, pas de lettre de licenciement, tout simplement disparu. Ellie le trouva garé dans l'ombre d'un parking faiblement éclairé du centre-ville. L'homme paraissait plus âgé que son âge, les yeux enfoncés et les mains tremblantes qui peinaient à allumer une cigarette. Il était adossé au flanc de sa voiture, les épaules voûtées comme si les murs avaient des oreilles. « Ils ont effacé les images », marmonna-t-il, les yeux scrutant l'ombre. Mais ils ont laissé des empreintes digitales. Les métadonnées de la clé USB originale indiquaient un accès à distance, quelqu'un de l'intérieur du système informatique du tribunal. Le code d'utilisateur était lié au greffier du juge Kessler. Cela signifiait que quelqu'un dans l'entourage proche de Kessler avait non seulement accédé aux images, mais avait tenté de les effacer avant leur diffusion. Marvin n'avait pas de preuves irréfutables, mais il disposait de journaux de code, d'horodatage et de chemins d'accès permettant de retracer la brèche. Si Ellie parvenait à obtenir une surveillance adéquate, l'épreuve tiendrait. À l'intérieur du tribunal, cependant, la surveillance s'évanouissait rapidement. La nouvelle s'était répandue. Zion n'était plus seulement un enfant jugé. Il était la pièce maîtresse d'un projet plus vaste. L'accusation a décidé de restreindre l'accès à la galerie. De nouveaux protocoles de sécurité ont été mis en place, sans préavis.
Les détecteurs de métaux ont été doublés. Les agents fédéraux postés aux portes ont disparu, remplacés par des agents d'État en uniforme qui ne répondaient qu'au chef de la sécurité. Et Zion, autrefois escorté discrètement à l'intérieur, était maintenant conduit par l'entrée latérale, enchaîné, flanqué de gardes armés. Un matin, avant même le début de l'audience, la situation s'est aggravée. Zion venait de s'asseoir à la table de la défense lorsqu'un nouvel huissier s'est approché, blanc, large d'épaules et inconnu. Son badge était à moitié dissimulé, et Ellie ne l'avait pas reconnu des audiences précédentes. Sans un mot, l'huissier saisit brutalement le bras de Zion et lui ordonna de se lever. Déconcerté, Zion hésita. L'homme répondit en le tirant vers le haut et en lui passant les menottes autour des poignets. Aucune résistance, aucun geste préalable. Ce n'était pas protocolaire. Ce n'était. La galerie s'agita. Ellie se leva de son siège, exigeant de savoir quel motif justifiait un tel traitement. Il cria à travers la salle, la voix brisée. Il rappela au tribunal que Zion était mineur et n'était pas sous le coup d'une sanction disciplinaire. Pourtant, l'huissier s'avança comme sous un ordre silencieux, forçant Zion à prendre les bras derrière lui et le conduisant vers la porte de la salle de détention. C'est alors que les portes du tribunal s'ouvrirent en claquant. Un son, sec, autoritaire, coupa la clameur comme le tonnerre. « Lâchez mon fils !» Les mots n'avaient pas besoin d'être forts. Ils pesaient par leur seule autorité. Tout le monde se retourna. Encadré dans l'embrasure de la porte se tenait le général Darius Merrick. Son uniforme était impeccable, chaque médaille étincelant sous les lumières halogènes de la salle d'audience. Ruban de combat, étoile, citation de plusieurs missions. Mais ce ne furent pas les insignes qui réduisirent la salle au silence. C'était le feu dans ses yeux. Ses bottes résonnèrent, tandis qu'il avançait, réduisant la distance avec une précision terrifiante. L'huissier hésita, serrant toujours le bras de Zion. Darius ne cria plus. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence figea le juge au milieu de sa phrase, le sténographe marqua une pause, et la bouche du procureur s'ouvrit légèrement. Il s'arrêta à quelques centimètres du garçon, tendit un bras et le posa sur l'épaule de Zion. Puis, de l'autre, il se tourna vers le tribunal. « Je suis le général Merrick de l'armée américaine », annonça-t-il froidement, « et ce tribunal est désormais sous contrôle fédéral. Personne ne bougea, personne ne respirait. C'était le moment qu'ils avaient tenté d'empêcher. Le retour du seul homme qu'on ne pouvait réduire au silence, réorienter ou ensevelir sous la paperasse. Pour la première fois depuis le début du procès, Zion leva les yeux, non pas vers le plafond ou le sol, mais droit dans les yeux du juge qui avait cherché à le détruire. Et bien que ses poignets soient toujours liés, quelque chose en lui s'était libéré. Pas l'espoir, pas encore. Mais le sentiment que le vent commençait enfin à tourner. Le changement s'est produit rapidement, presque violemment, comme si la justice elle-même s'était libérée de ses contraintes et avait pris le dessus. Moins de 24 heures après l'arrivée du général Merrick, la salle d'audience qui avait étouffé la vérité fut placée sous surveillance fédérale. Des marshals armés, leurs badges étincelants sous les néons, sécurisèrent le bâtiment tandis que des agents en civil bouclèrent les couloirs et saisissaient les disques durs. Le spectacle était sans précédent depuis des décennies. Un tribunal local pris en otage par la corruption, se préparant désormais à être exposé sous les projecteurs fédéraux. Le juge Raymond Kessler, autrefois intouchable dans sa robe et ses tractations en coulisses, fut escorté hors du cabinet sous une protestation silencieuse. Son air renfrogné ne témoignait pas de la disgrâce, mais du bouleversement. Il avait déjà traversé des scandales, survécu à des changements politiques, mais cette fois, il était différent. Son regard se posa sur la presse rassemblée dans le hall au sol de marbre, les appareils photos craquant comme des coups de feu, capturant l'instant où son bouclier se brisa. Le juge Roosevelt Prantley prit sa place, un ancien officier du JAG à l'allure d'un homme forgé par le commandement. Il ne sourit pas, ne salua pas la presse. Il entra dans la salle d'audience, jeta un coup d'œil au désordre qui régnait dans les débats et quitta la galerie d'un geste de la main. Lorsqu'il parla,
Ce fut un décret glacial, chaque mot pesant. Le procès était rouvert en vertu de l'article 121b, une disposition de contrôle d'urgence rarement utilisée et jamais invoquée à la légère. Chaque déclaration, chaque décision, chaque objection formulée sous le mandat du juge Kessler était désormais annulée. L'affaire judiciaire avait été effacée. Zion Merrick fut libéré. Les chaînes furent retirées, la cellule de détention déverrouillée. Pour la première fois depuis des semaines, il marcha librement dans les bras de son père. Darius Merrick l'embrassa sans cérémonie, les mains agrippant le dos de son fils, comme pour l'ancrer dans l'instant présent. Aucun des deux ne parla. Aucun mot ne pouvait contenir ce qui venait d'être rendu. Le nouveau procès commença en silence, mais le silence bourdonnait de... C'était le genre de preuve qui n'avait pas besoin d'interprétation. Elle était indéniable. Mais Harlan était parti. Son siège à la table de l'accusation était vacant. Un agent fédéral confirma qu'il avait fui l'État la veille. Un mandat d'arrêt avait été émis. La chasse à l'homme avait commencé. La salle d'audience murmura, mais Brantley leva un doigt et la salle obéit. Il n'était pas là pour s'occuper des réactions. Ellie poursuivit, maintenant avec le feu de la légitimité dans le dos. Il présenta une note imprimée, datée de 2 semaines avant l'arrestation de Zion. Elle avait été obtenue par des voies discrètes, divulguées par quelqu'un au sein du bureau du gouverneur, après qu'ils eurent compris que la surveillance fédérale était inévitable. Le document, marqué « urgent » et estampillé « confidentiel », était adressé au gouverneur lui-même. Il mettait en garde contre un scandale naissant, lié à des condamnations de mineurs, des rapports falsifiés et des arrangements secrets entre élus et forces de l'ordre. L'auteur l'avait signé sans détour. Le général Darius Merrick. La salle d'audience changea de nouveau. Ce qui n'était autrefois qu'une affaire concernant un seul garçon avait pris une ampleur systémique. Le père de Zion avait tenté de les avertir. Il avait soumis le rapport par des canaux sécurisés, espérant que le système se corrigerait de lui-même. Au lieu de cela, le mémo avait été intercepté, expurgé au-delà de toute compréhension et classé sous des couches de bureaucratie. Peu après, Darius avait été réaffecté en Allemagne sous couvert de nécessité militaire. Brantley demanda la version intégrale et non expurgée du mémo. En quelques heures, il le reçut. Son contenu allait faire des ravages dans tous les recoins de la politique de l'État. Le rapport nommait des noms. Il détaillait une campagne délibérée visant à gonfler les statistiques criminelles chez les jeunes issus de minorités afin de justifier l'augmentation des budgets des forces de l'ordre. Il reliait les tribunaux aux donateurs de campagne, les agents au comité de réélection et les juges au centre de détention privée bénéficiant de taux de condamnation plus élevés. Une section révélait une action coordonnée entre le juge Kessler, l'inspecteur Harlan et le sénateur Eugene Voss pour identifier les jeunes à haut risque, principalement des adolescents noirs et métis, dont les arrestations pouvaient être manipulées dans les médias. Zion avait été le malheureux point de bascule, une tempête parfaite de perspectives, de timing et de gains politiques. Mais il n'avait pas pris en compte un père qui comprenait les chaînes, qui les avait portées, brisées et appris à son fils à ne pas s'incliner. Brantley délivra des assignations à comparaître, des dizaines. Il réclama les communications personnelles entre le sénateur Voss, le juge Kessler et le colonel Stephen Colburn, celui-là même qui avait approuvé la réaffectation de Darius. Lorsque Colburn tenta de contester sa compétence, Brantley déposa une requête pour impliquer l'inspecteur général du ministère de la Défense. L'armée serait contrainte de réagir. Les caméras de télévision encerclèrent le palais de justice comme des vautours flairant le sang. Les journalistes lançaient des questions par-dessus les barricades. Les commentateurs, qui autrefois répétaient les déclarations officielles, s'efforçaient désormais de recadrer leur couverture. Les images de Zion menottées, l'image du général Merrick prenant d'assaut la salle d'audience, étaient devenues virales.
L'Amérique avait vu un enfant menotté au tribunal pour ensuite voir son père, un général noir, déconstruire ce théâtre de mensonges. Dans la salle d'audience, Zion était assis tranquillement à côté d'Ellie, sans plus avoir peur. Le garçon qui avait autrefois fixé le sol observait maintenant chaque mot, chaque geste, avec la patience de quelqu'un qui savait que le vent avait tourné. Il ne souriait pas, mais il avait maintenant une force d'acier dans le dos. Brantley suspendit l'audience pour la journée, après avoir émis une ordonnance de protection pour Zion et son père. Il n'y aurait plus d'intimidation ciblée, plus d'appels téléphoniques nocturnes, plus de fantômes en uniforme. Alors que la salle se vidait, Brantley resta à son banc, les yeux rivés sur les dossiers devant lui. Il comprenait ce qui s'était déclenché. Il ne s'agissait plus d'un seul garçon. Il ne s'agissait même plus d'un seul tribunal. Il s'agissait d'une culture de la corruption, profondément ancrée, qui se nourrissait de ceux qui étaient les moins capables de riposter. Et maintenant, cette corruption avait été nommée. Le système avait tenté d'enterrer un enfant pour faire taire son père. Mais le monde entier observait. Puis vint le coup de théâtre final. Le sénateur Eugene Voss se tenait au pied des marches, entouré de ses assistants et de caméras. Son costume impeccable, son expression mêlant suffisance et inquiétude feinte. Sa voix perçait le bruit ambiant, calibré pour la radio. Il insistait sur le fait qu'il n'avait jamais été question de race. Il affirmait que tout avait toujours été question de loi et d'ordre. Le système, disait-il, était imparfait mais nécessaire, et ceux qui le perturbaient ne faisaient qu'alimenter le chaos. Darius Merrick, entouré de son fils et d'Ellie Monroe, s'avança. Sa voix n'avait pas besoin d'amplification. Elle portait. Il corrigea le sénateur sans colère, juste la vérité. Il avait toujours été question de pouvoir, de la capacité à définir la justice, à en manipuler les limites, et maintenant ce pouvoir leur échappait. La presse afflua, mais elle capta plus que des mots. Ce soir-là, alors que le soleil brillait derrière le palais de justice, des mandats d'arrêt fédéraux furent émis. Kessler fut arrêté dans sa propriété vallonnée, traîné dehors, vêtu d'un coupe-vent par-dessus son pyjama en soie. Des caméras le filmèrent en train d'injurier les agents, criant que tout cela n'était qu'un malentendu. Personne ne le crut. Le colonel Colburn fut relevé de ses fonctions en quelques heures. Son nom fut rayé des effectifs militaires. Les affaires intérieures ouvrirent une enquête officielle pour abus de ressources fédérales et ingérence politique. Son domicile fut perquisitionné. Ses disques durs saisis. Et le sénateur Voss. Une source anonyme fit fuiter un enregistrement audio datant de 2 mois. Sa voix était reconnaissable entre mille. Sur l'enregistrement, il parlait à un assistant, minimisant avec désinvolture les conséquences de l'affaire Zion. Il déclara qu'un seul garçon ne valait pas la peine de laisser tout le système s'effondrer. L'enregistrement fut diffusé sur toutes les chaînes d'information nationales à la tombée de la nuit. Sa démission intervint dans l'heure. Non pas avec des excuses, mais avec une diversion. Il invoqua l'hystérie médiatique et l'indignation instrumentalisée comme raison. Personne ne l'écouta. Son héritage s'évanouit. De retour dans leur appartement, Zion s'assit au bord de son lit. Les chaînes qui entouraient autrefois ses poignets reposaient maintenant dans un sac scellé posé par terre. Il ne parlait pas beaucoup. Les mots n'étaient pas encore venus. Mais il n'en avait pas besoin. Sa liberté avait déjà parlé pour lui. Darius se tenait sur le seuil, les bras croisés. Il observait son fils, les informations défilaient en silence sur l'écran et sentit un changement profond dans sa poitrine. Pas une conclusion. Cela n'arriverait jamais. Mais un changement, concret, réel. Zion se retourna une fois, juste assez pour que leurs regards se croisent. Et dans ce regard, le général vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis sa propre jeunesse. Une résilience intacte. Une dignité retrouvée. Le verdict n'avait pas seulement blanchi un nom. Il avait mis à nu une machine conçue pour réduire les gens au silence. Et cette fois, la machine avait perdu.